Les amis, une fois n'est pas coutume, j'ai dû faire une entorse à la tradition. Puisque, en effet, la FAQ aura été tournée un vendredi sacrilège. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez cette vidéo le dimanche comme d'habitude. Je devais changer un petit peu le programme parce que j'avais des petits plans comme ça. En tout cas, je me fais toujours un plaisir de répondre à toutes les questions que vous me posez sur la story que je poste de façon hebdomadaire sur mon compte Instagram Rodsters TV. Et puis après, je prends les plus intéressantes, celles qui me paraissent le plus pertinentes, histoire de passer un bon moment comme ça, de lien ensemble en live. Et puis derrière, toutes les petites questions sont répondues. Et avant de répondre aux quelques questions que nous avons aujourd'hui, qui sont très intéressantes, on va quand même se faire un petit tour sur l'actualité de la chaîne et du monde de la moto, parce que vous allez voir qu'il y a des trucs quand même pas mal. Donc, dans un premier temps, nous avons eu la FAQ de la semaine dernière qui a été publiée avec cette question qui fait vibrer le cœur de tous les motards et motardes qui se respectent, à savoir, est-ce que MV Agusta prépare une résurrection de la F4 en tant que F5 avec le fameux nouveau moteur Cinque Cilindri qu'ils ont annoncé il y a quelques temps, en novembre, qui serait capable de développer jusqu'à 240 chevaux et 135 Nm de couple? On répond à cette question avec plein d'autres, n'hésitez pas à aller voir. J'ai fait également une vidéo, alors là, celle-là, c'était incroyable. Je vous ai fait un guide sur les façons d'acquérir une moto. Donc LOA, LLD, comptant, crédit. Et alors, j'ai passé un moment exceptionnel à lire certains des commentaires de personnes qui ont leurs opinions, et moi je respecte les opinions de chacun, mais qui sont extrêmement arrêtés sur ces opinions. Que la moto c'est une passion et qu'il ne faut pas s'endetter pour de la passion, que le crédit c'est faut pas faire ça, que la LOA et la LLD c'est un truc à proscrire. Alors bon, j'espère que ces personnes ont posté ces commentaires sans regarder la vidéo, parce que s'ils avaient vu la vidéo, ils se seraient rendus compte que je nuance énormément mon propos et que non, aucune de ces options n'est un attrape-pigeon ou quelque chose de pas intéressant. Certaines de ces options sont plus adaptées pour certaines personnes que pour d'autres. Certaines coûtent plus cher sur le long terme, mais ont aussi des avantages. Donc voilà, je vous laisserai regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas encore fait, mais j'ai beaucoup ri parce qu'il y en a certains parmi vous, vous avez des idées bien arrêtées. Je pense que ça doit vous jouer quand même quelques tours dans la vie. La dernière énorme breaking news qui vient de tomber il y a quelques heures, l'annonce de Ducati de la Superleggera V4 Centenario, la Panigale, et en fait finalement la moto la plus ultime de tous les temps. Là, on est sur un niveau, les amis, si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, foncez. Machine totalement exceptionnelle, 247 chevaux, 167 kg, 150 000 €. Enfin, on est sur le délire à tous les étages. Et Ducati qui nous rappelle qu'ils sont une usine à rêve absolument fantastique. Et moi, j'adore. Donc, je leur fais un petit hommage comme ça parce que vraiment, ça méritait. Alors, première question de la part de AZN BKA qui nous dit « Bonjour Rodsters TV, bonjour. Pourriez-vous nous faire un point sur les sportives mid-power actuelles ?» Alors, question très intéressante. Les sportives mid-power, on va un peu remettre l'église au centre du village comme ça pour redéfinir ce qu'est pour moi une sportive mid-power. Une sportive mid-power, c'est une moto sportive, ça va de soi, dont l'objectif est de venir un peu se marier avec la pratique moderne de la moto. À savoir qu'aujourd'hui, vous le savez sans doute, on a des limitations de vitesse qui sont plus présentes, on a des choses qui rendent l'exploitation d'une moto très puissante et qui irait chercher beaucoup dans les tours moins fun, moins agréable. Les hyper sportives, elles se retrouvent un peu à mauvaise presse avec ce type de problème. Donc pour moi, une sportive mid-power, comme je les appelle, c'est une machine qui a une puissance qui est dans les, allez, on va dire entre 115 et 140 chevaux. Voilà, on est dans cette zone où ça devient chouette, mais on n'est pas dans la démesure des hypersports. Mais aussi parce que ça exclut certaines machines, une certaine cylindrée proche des 1000 cm3 en réalité, qui fait que la moto va quand même avoir suffisamment de couple pour être fun au quotidien. Et c'est pour ça que des machines comme la ZX6R ou la CBR 600RR chez Honda ne font pas partie de cette catégorie. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui actuellement dans les sportives mid-power qui composent un petit peu comme ça le marché? Eh bien, on va avoir déjà en premier la Yamaha R9 qui est un peu la moto qui a lancé ce phénomène des sportives un peu mid-power. Machine extrêmement difficile à avoir, toujours en raison de ce petit problème qu'il y a
sur le fameux cadre Delta Box le plus léger jamais réalisé, en espérant que ça commence à se délier et détendre sur l'année 2026 et qu'on en voit arriver un petit peu plus souvent parce que c'est une moto qui est vraiment ultra intéressante, très très belle, avec des équipements qui sont super cool et un rapport qualité-prix vraiment intéressant, hein. On se parle quand même d'une machine avec le CP3, hein, 119 chevaux, 93 Nm de couple, une électronique très poussée, une partie cycle aux petits oignons avec une fourche Kayaba entièrement réglable, étrier Brembo Stylema. Donc très très bonne machine et qui ouvre un petit peu cette catégorie des sportives mid-power. Ensuite on a la Panigale V2 qui elle aussi finalement s'est renouvelée et a complètement changé de braquet parce qu'avant on était vraiment dans une espèce de super sport extrêmement radical, 155 chevaux avec finalement, même si c'était un bicylindre, une moto qu'il fallait aller chercher dans les tours. Et là en fait elle a perdu de la puissance, hein, puisqu'elle a le nouveau bicylindre, le plus léger, hein, de l'histoire de Ducati, qui fait 120 chevaux, donc beaucoup moins que l'ancienne, mais avec un couple bien plus conséquent. Et de fait, une machine ultra réussie qui plaît beaucoup à toutes celles et ceux qui l'ont testé. Moi, j'ai adoré l'essai de la Panigale V2 et V2S en l'occurrence. C'était une V2S que j'avais testée. Et c'est une machine vraiment ultra chouette. Et dès que vous montez dessus, c'est génial. D'ailleurs, il y a la nouvelle qui est arrivée en yellow, couleur un peu Ferrari. Super stylé. Vraiment, c'est une super bécane. Ensuite, nous avons bien sûr la 990 RCR, hein, celle qui a été si attendue. Machine qui aujourd'hui, a priori, semble présenter quelques petits soucis de fiabilité, hein. En tout cas, il y a des créateurs de contenu qui en ont acheté une et qui documentent un peu leurs aventures, leur pérégrination avec cette moto. Et ce n'est pas forcément de tourpeau, mais en tout cas, la 990 RCR, c'était une moto qui était ultra attendue, vraiment très belle dans l'ADN purement KTM, avec du coup le LC8C qui développe 130 chevaux, des quantités gargantuesques de couple. Étrier Brembo iPure, hein, c'est la seule moto de moins de 200, 190, 200 chevaux à avoir ce genre de choses. En attendant l'arrivée de la nouvelle Brutale 950 €. En tout cas, c'est une machine vraiment très cool qui elle aussi est dans cette catégorie. Et pour terminer, le petit underdog, le challenger, eh bien, la QJ Motor SRK 921 RR, qui est à un prix très proche de celui d'ailleurs de la Yamaha R9 et qui elle aussi est une sacrée réussite avec 127,9 chevaux, donc on est presque à la puissance d'une 990 RCR avec des équipements qui sont ultra stylisés, une moto qui est très belle avec, vous le voyez, hein, les petites flûtes d'échappement MV Agusta, c'est pas pour rien, hein, la machine a des organes MV Agusta à l'intérieur, hein, le moteur est celui d'une Brutale 921, d'ailleurs en couleur rouge comme ça, elle envoie aussi pas mal et c'est une très chouette moto, en tout cas en statique, hein. On va voir un petit peu ce que ça donne lorsque les essais seront possibles sur la machine. Il y a pas mal de gens qui se sont déjà prononcés dessus. Moi, je pourrais vous tester la version Roadster et vous dire un petit peu ce que j'en pense. En tout cas, voilà, l'état actuel du marché, on va dire, de la sportive mid-power, c'est celui-ci. Je pense qu'on est qu'au début. On est vraiment qu'au début, hein, de cette catégorie de moto parce qu'il y a encore beaucoup de choses à en dire et je pense que ça va bien évoluer et que ça va devenir de plus en plus populaire dans les années à venir. Question suivante de la part de Reptilkov qui nous dit: peut-on dire aujourd'hui que l'achat comptant n'est plus à la mode avec ou sans crédit? Alors bien évidemment, hein, cette question, pourquoi est-ce que je la mets en avant? Parce que, comme je vous l'ai dit, j'avais fait il y a quelques jours une vidéo, un guide d'achat sur les façons d'acheter une moto, hein, donc en parlant notamment de l'achat comptant, en parlant de l'achat à crédit, en parlant de toutes ces différentes façons d'acquérir une machine. Et ce qui s'est produit, c'est que j'ai eu effectivement des personnes qui ont eu des réactions assez vive là-dessus. Alors, aujourd'hui, très clairement, moi, je vais vous le dire, la LOA est une méthode d'acquisition qui devient de plus en plus populaire. N'en déplaise aux puristes, à ceux qui vont vouloir absolument vous dire non, il faut acheter une moto que à comptant ou à crédit parce que la LOA, la LLD, ce n'est pas quelque chose qui est intéressant parce que ça vous coûte beaucoup plus cher. La réalité, c'est qu'en fait, beaucoup de personnes deviennent de plus en plus intéressées par ce type de service parce qu'en fait, c'est très confortable. C'est vraiment extrêmement confortable. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec une LOA. Ça rend effectivement l'achat global un peu plus onéreux, bien sûr, mais vous avez la possibilité d'avoir des contrats d'entretien à l'intérieur, vous avez la possibilité de rendre votre véhicule sans avoir à vous soucier de passer par une revente sur Le Bon Coin et autres, et du coup, effectivement,
ça rend l'achat comptant et l'achat crédit un peu moins populaire, un peu moins mainstream. Néanmoins, ça ne veut absolument pas dire que acheter une moto à comptant ou à crédit devienne quelque chose de totalement suranné. C'est juste qu'aujourd'hui, on a des possibilités qui sont différentes, qui nous permettent d'acquérir des machines d'une façon un peu plus confortable, avec un peu plus de flexibilité. Et il est vrai que, du coup, on est sur une évolution, on va dire, du modèle d'achat, du modèle d'acquisition des motos. Et ne vous faites pas avoir, encore une fois, hein, si jamais il y a des gens qui vous répètent à tort et à travers, n'achète pas une moto à crédit, n'achète pas une moto avec LOA ou quoi que ce soit. Non, en fait, tout ça, ce sont que des outils, comme je vous l'ai dit. Hein, je vous ai utilisé cette image qui me paraissait assez bien adaptée du marteau. Le marteau, c'est un outil. Vous vous en servez pour construire des meubles, c'est génial. Vous vous en servez pour taper sur les tibias de vos voisins, c'est pas cool. Un crédit, c'est la même chose. Vous respectez votre capacité d'endettement, vous vous assurez que vous êtes capable de rembourser la machine tous les mois. Il faut savoir utiliser les outils qui sont à notre disposition. Bien évidemment, si on fait trop de crédit, là, on se retrouve dans les problèmes. Mais de la même façon que tout dans la vie. Hein. Je vous assure que si demain, vous vous mettez à boire 8 litres d'eau par jour, il y a de fortes chances qu'on vous retrouve à l'hôpital d'ici une semaine. Hein. Alors que pourtant, l'eau, c'est un truc à la base qui est censé ne pas être dangereux. Donc, gardez toujours ça en tête, c'est hyper important. Mais quoi qu'il en soit, non, je ne pense pas que l'achat crédit comptant disparaissent. Hein. Les gens seront toujours assez prompts à partir sur ce genre de solution. C'est juste qu'aujourd'hui, on a un petit peu plus de choix, un petit peu plus de flexibilité. Et je trouve ça très bien parce que l'important, c'est aussi de pouvoir avoir accès à la moto en ayant bien évidemment la possibilité de payer tout ça, hein, on est d'accord. Mais c'est quelque chose qui est à mon sens très bien. Prochaine question de la part de MacCry. Et peut-être Devil avant si vous avez les références, c'est exceptionnel. Salut, à ton avis, pourquoi Triumph ne nous donne pas une Daytona 765 ou 800? Alors cette question, si je recevais 10 balles à chaque fois qu'on me la posait, je pense que je serais bien, le compte en banque serait bien. Donc, pour revenir sur l'histoire, hein, ici vous avez la Daytona 675, machine qui a marqué son époque comme la terreur absolue des circuits. Regardez comme elle était belle là, comme ça, dans cette version blanche 675R, très jolie. Et il est vrai qu'effectivement, vous avez vu la campagne Triumph Unleashed. Jusqu'à date, Triumph ne nous a pas donné une nouvelle Daytona de grosse cylindrée. La dernière moto de la campagne Triumph Unleashed, c'était la nouvelle Daytona 660 qui, soyons honnêtes, n'a pas fait que des heureux. Hein. J'ai vu des commentaires sur Internet. Vous êtes nombreux et nombreux à pas forcément être contents de l'annonce. Déjà parce que c'est une évolution timide d'une moto qui n'a pas forcément énormément marché chez Triumph, tout du moins sur l'accueil critique. Et en plus de ça, la dernière annonce de leur campagne Triumph Unleashed aurait mérité d'être sans doute un peu plus en fanfare. Et là, ça n'a pas été le coup. Donc, on en parlera. Hein. Je vous fais la vidéo très bientôt sur la campagne de Triumph pour en discuter. Et c'est vrai qu'effectivement, on peut se poser la question parce que là, vous avez la Street Triple 765 RS qui est une moto absolument exceptionnelle et qui a déjà toutes les bases pour juste mettre un carénage dessus et dis donc, c'est parti, vous avez une Daytona 765. Enfin, il n'y a rien à faire. À la limite, vous faites sauter les étriers, vous mettez des Brembo Pure pour venir la faire se taper contre la 990 RCR. Vous me collez ça à 14 000 ou 14 500 € et ça va fonctionner. Mais non. Triumph aujourd'hui sont frileux à l'idée de sortir une nouvelle Daytona. Alors, pourquoi est-ce que c'est le cas? Pourquoi est-ce que... Je pense qu'il y a plusieurs raisons, mais Daytona, c'est un nom qui, je pense, doit faire un peu peur chez Triumph aujourd'hui parce qu'ils ont quand même une sorte de philosophie assez terre-à-terre en ce qui concerne les machines. Si on va regarder un petit peu la gamme chez Triumph aujourd'hui, on a des roadsters, on a des trails, on a des machines qui sont assez... néo-rétro, mais qui doivent bien fonctionner chez eux parce que c'est un peu les rois de cette catégorie-là. La seule machine qui est vraiment très déraisonnable chez Triumph, c'est la Rocket 3 et je pense qu'il ne s'en vend pas non plus des masses, mais que c'est une moto qui suffit un peu à elle-même. Mais c'est vrai que dans le segment des sportives, aujourd'hui, on a uniquement la Daytona 660 qui est une Sportivo GT et surtout une machine qui aurait dû avoir un autre nom parce que là, elle emprunte ce terme Daytona à une moto qui a une aura très difficile à détrôner. Et ce que les gens voulaient voir arriver, c'était une sorte de ZX6R un peu façon britannique, un truc vraiment qui soit assez radical. Donc aujourd'hui, effectivement, Triumph, ils ont des choix qui sont extrêmement terre à terre là-dessus. Alors,
la Street Triple RX, c'est une moto qui justement commence déjà à être un peu dans l'ADN de ce que ça pourrait donner une sportive, puisqu'ils ont des demi-guidons. Donc là, on le voit, hein, il suffirait simplement de venir habiller cette moto avec un carénage et on pourrait déjà commencer à avoir une discussion très sérieuse, d'autant que les équipements sur cette machine sont ultra qualitatifs. On est sur de la fourche Öhlins, on a des trucs très bien. Et ben, il manque plus qu'à Triumph de faire le pas. J'entends des rumeurs qui disent que ça pourrait se faire sur la fin d'année avec une nouvelle Street Triple qui arriverait en parallèle d'une Daytona de nouvelle génération. Bah écoutez, il ne nous reste plus qu'à attendre patiemment et voir un petit peu ce que le constructeur Dinkley nous réserve. Ce qui est sûr et certain, c'est que pour le moment, la nouvelle Daytona, vraie Daytona, diront les puristes, eh ben, elle n'est toujours pas là. Et ça, ce n'est pas pour plaire à un grand nombre. Dernière question de cette FAQ de la part de Fern Bikers qui nous dit: à ton avis, la Street Triple, toujours la même, est-elle toujours la reine du marché roadster mid-size 12,3K, donc par rapport à son prix? Et je trouve cette question extrêmement intéressante parce qu'elle nous permet un petit peu de faire le pont, hein, finalement, le pont d'Avignon avec la question qu'on a eue juste avant. Et est-ce que cette Street Triple, finalement, elle est encore aujourd'hui la reine des roadsters mid-size? Eh ben, je pense que c'est une discussion. Alors, elle se met à table. Elle se met à la table des meilleurs roadsters mid-size. On est encore quand même sur une moto qui, aujourd'hui, en termes de ce qu'elle propose à 13 000 €, c'est très bien. Le moteur, le 3 cylindres est phénoménal, 130 chevaux. On est sur une config qui est hyper prestige en termes d'équipement, étrier Brembo Stylema, amortisseur arrière Öhlins, technologie très bonne. Mais néanmoins, quand on prend un petit peu, on prend pas les éditions spéciales, hein, on prend vraiment les modèles plus standards, hein, comme celle-ci ou d'autres modèles, on est sur une moto qui commence à vieillir un peu. Et aujourd'hui, on a quand même des alternatives dans les roadsters mid-size premium qui sont assez vénères. J'en ai quelques-unes, mais il y en a beaucoup d'autres. On a déjà d'une part la 990 Duker, qui est la plus récente, on va dire, de toutes, qui coûte un peu plus cher quand même. On est à 15 000 € sans le Tech Pack, mais là on se parle premium et on veut montrer ce qu'on a. On est sur une moto qui fait 130 chevaux aussi, mais avec des quantités de couple gargantuesques. Alors la finition n'est pas la même que celle de la Street Triple, il faut aussi savoir choisir un peu son camp. Par contre, on a des étriers Brembo Stylema aussi, une fourche WP Apex Pro qui est extraordinaire, et aussi, cet écran, ce nouvel écran TFT. Alors, la 990 Duker, c'est une moto qui en termes de technologie est folle, hein. C'est vraiment une 990 RCR déshabillée avec des étriers un peu moins bons, mais c'est une machine vraiment ultra cool. Et elle vient vraiment se mettre à la table aussi de cette discussion. Il y en a une autre qu'on ne peut pas ne pas citer, Street Fighter V2, hein, ou V2S, hein, où là on est sur des tarifs plus élevés, mais avec une moto qui est fantastique. C'est peut-être aujourd'hui, à mon sens, le meilleur roadster chez Ducati, hein. J'ai un amour infini pour la Street Fighter V4, mais cette moto, quand je l'ai testée, je me suis dit, putain, elle coche toutes les cases de façon extrêmement convaincante. C'est vraiment une machine extraordinaire à ce niveau-là, hein. La V2S avec ses petits équipements fourche Öhlins et compagnie, on est vraiment sur un gros délire. Elle aussi, hein, d'ailleurs, disponible en Ducati Yellow, qui est quand même assez sympathique, ma foi, même si je la garderais ici en rouge, moi, personnellement, mais chacun fait ce qu'il veut. Ultra bonne machine. Alors bien évidemment, il y en a d'autres, hein. On peut citer la Z900 SE, on peut parler de la MT-09 SP, qui sont des motos qui sont vraiment cool et qui ont été mises à jour récemment. Et puis on a aussi un petit underdog, encore une fois, un petit challenger avec cette machine, la petite SRK 921, qui a 10 399 €, vient foutre un sacré bordel dans l'histoire parce qu'on est quand même sur un 4 cylindres en ligne de 130 chevaux, fourche inversée réglable Marzocchi, amortisseur arrière réglable Marzocchi, mètre cylindre et étrier radio Brembo. Alors là-dessus, on doit être sur du M50, hein, peut-être même pas du Stylema, j'en suis pas sûr, mais en tout cas, c'est pas du M4.32, ça c'est sûr, avec pas mal d'équipements plutôt très bons. Machine qui a une vraie gueule et un tarif, mais c'est chaud. Donc, dire qu'aujourd'hui, la Street Triple reste encore la reine des roadsters mid-size premium, c'est très difficile pour moi de le dire. Ce que j'aurais affirmé sans aucun problème il y a encore 3-4 ans, parce qu'elle était vraiment de la tête et des épaules au-dessus de la mêlée, aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. Je pense qu'il y a énormément de participantes. C'est une discussion très serrée, très animée. Est-ce qu'il y en a une qui gagne vraiment ?
Je pense pas, ça dépend vraiment de nos appétences et tout, de ce qu'on aime, parce que la proposition est quand même différente selon les machines. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que la frontière et la limite est devenue bien plus floue qu'elle ne l'était par le passé. Et ça, c'est plutôt cool parce que ce n'est que pour plaire et pour aller dans le sens du motard et de la motarde qui a plus de choix. Voilà les amis, cette FAQ est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Laissez un like, un petit like, ça aide toujours si vous appréciez mon travail. Et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. Et puis très bientôt, on va se retrouver pour des essais chez QJ Motor, chez BMW, la F450 GS, ça va être très très cool. Et j'ai plein de vidéos à vous proposer. Donc en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!